Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Depuis hier, vous avez entendu, vous connaissez l'actualité depuis hier. La note que tout le monde, tous les Ivoiriens attendaient est tombée. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, va briguer un quatrième mandat, même si certains l'appellent le deuxième mandat de la Troisième République, mais c'est tout comme. Alors, cette nouvelle réjouit d'un côté ses partisans, mais de l'autre côté, c'est vraiment la désolation, un échec, sinon un échec constitutionnel, c'est-à-dire que le président Alassane Ouattara a violé de façon flagrante la Constitution. Alors, pour en parler, nous avons deux invités. Il s'agit de M. Marcelin Kouassi. Il est de la jeunesse du PDCI RDA. Et puis M. Marius Bly, ancien secrétaire général de la FIDOP. Je vais le présenter comme ça. Et peut-être tout à l'heure, lui-même nous dira ses nouvelles fonctions au niveau de la société civile. Voilà, on avait prévu un troisième invité du RHDP pour vraiment équilibrer les choses, mais c'est tellement un problème technique, on n'arrive pas à le joindre. Et donc, il s'agissait de M. Kwame Rémi Oussou, qui devait représenter le RHDP pour ce panel. Mais il n'est pas disponible actuellement, donc nous allons aller avec Marcelin Kouassi du PDCI RDA et Marius Bly de la société civile. Bonjour Marius. Bonsoir monsieur David Betia. Voilà. Je veux quand même préciser juste avant de poursuivre que je suis membre fondateur de la FIDOP depuis toujours. Okay. La nouvelle FIDOP existe depuis 2023. Je suis fondateur. D'accord, donc... au même titre que Boga Sako, sauf que la différence entre Boga Sako et moi, c'est qu'il était le premier fondateur de la structure et donc il reste le pion essentiel de la FIDOP, mais ça n'empêche pas que je demeure fondateur de cette structure. Je suis jusqu'à présent, jusqu'à la nouvelle ordre, secrétaire général. Ils n'ont pas encore fait de nouveau bureau. Le bureau exécutif n'est pas encore renouvelé. Ils ont juste mis sur pied ce qu'on appelle un comité de veille parce qu'ils estiment que Boga étant aux États-Unis en exil pour des raisons que lui-même s'est choisi. Et il fallait trouver un comité de veille sur pied. Et comme ils ont mis le comité de veille sur le terrain, ils ont choisi les éléments qui peuvent les accompagner dans ce comité de veille. Je reste jusqu'à présent au niveau du bureau et au niveau de la FIDOP, secrétaire général, jusqu'au nouveau bureau. Un comité de veille n'est pas un bureau. Un comité de veille, c'est juste une équipe qui permet de relayer et de transmettre les informations. Ce que je dis par-dessus tout, c'est que je demeure jusqu'à présent activiste des droits de l'homme. Ça, on ne peut pas m'arracher ce statut parce que j'ai passé les étapes, j'ai fait ma formation au Conseil national des droits de l'homme, j'ai eu mon certificat de la 14e promotion et je demeure activiste des droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Bientôt, peut-être que j'aurai de nouvelles fonctions, mais pour l'heure, je demeure activiste des droits de l'homme, secrétaire général de la FIDOP, parce que le bureau n'a pas encore été dissous. Je suis toujours secrétaire général. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour la précision. Vraiment, c'était vraiment important de le savoir. Kouassi Marcelin, vous êtes militant du PDCI RDA et membre de la jeunesse du vieux parti. Bonjour. Bonjour, messieurs. Je suis ravi d'être avec vous. D'accord. Alors, la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est la candidature d'Alassane Ouattara annoncée hier dans un discours de 5 minutes en moyenne. Voilà, il a annoncé qu'il sera candidat pour la 4e fois. Alors, la question que nous nous posons,
droit constitutionnel ou dérive autoritaire, quand on sait que dans son discours, il a dit « la Constitution me le permet ». On va commencer par l'activiste des droits de l'homme. Je voulais dire merci pour le micro qu'on me donne. En tant que défenseur des droits de l'homme, on a la possibilité de se prononcer. Moi, je ne voulais pas parler dans cette affaire parce que les gens ont pour habitude de mettre en avant les questions inutiles. C'est ce que j'ai dit, du fait qu'il y a débat au sein de ma structure mère, que la FIDOP. C'est que les gens aiment gloser sur ce qui ne vaut pas la peine. Ce qui est vrai, c'est que depuis hier, nous tous, on a été informés de la candidature prochaine du chef d'État sortant, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui dit dans une vidéo que lui, il compte remplir. C'est ce qui est vrai. Maintenant, est-ce que c'est du droit ou pas? Le Conseil constitutionnel, je pense, la Cour constitutionnelle a le droit de se prononcer. Et tant qu'ils ne se sont pas prononcés, il ne revient pas à un activiste des droits de l'homme ou pas de dire qu'il y a une violation. Jusqu'à présent, il n'y a pas de violation. Tout le monde peut être candidat. Tout le monde, quel que soit son statut, peut déposer ses dossiers de candidature. Mais il y a un organe suprême. Et cet organe suprême va se prononcer. Et c'est quand cet organe suprême se prononce qu'on sait si le droit a été dit ou pas. Donc jusqu'à présent, nous estimons qu'il n'y a pas encore de violation de droit. Il a évoqué, le chef d'État sortant a évoqué la Constitution, mais est-ce que la Constitution empêche ce dernier d'être candidat? Jusqu'à présent, quand on lit la Constitution, l'article 55, on ne voit pas en quoi est-ce qu'il est empêché. Mais c'est le Conseil, je dis la Cour constitutionnelle, qui a le droit de nous dire le droit. Et c'est elle que tout le monde attend. Maintenant, ceux qui se prononcent depuis leur exil ou pas, ils se prononcent parce qu'ils estiment que eux auraient voulu être candidats aussi. Ils sont empêchés alors que personne ne les empêche. Allez, vous tous, autant que vous êtes, déposez votre dossier de candidature. Voilà ce que nous disons et voilà ce à quoi nous encourageons les Ivoiriens. Ne rentrez pas dans une spirale de violence, ne vous engagez pas dans la violence. Suivez ces indépendantistes ou encore ces visions de destruction et engagez-vous dans la voie démocratique qui est celle des lois, normes et maximes que nous sommes choisis pour notre pays. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Alors, Marcelin Kwasi, j'espère que vous avez écouté M. Marius et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Effectivement, vous savez, en Afrique du Sud, il y avait ce qu'on appelait donc la ségrégation raciale qui mettait en avant une race par rapport à une autre. Et les gens auraient pu se dire, c'est tout à fait normal, respectons, suivons et fermons notre bouche. Il y a des gens qui en ont payé de leur vie, il y a des gens qui en ont payé de leur temps. Et c'est ce qui a permis à l'Afrique du Sud aujourd'hui d'être cette nation multicolore, qui a permis d'ailleurs au continent d'organiser sa première Coupe du Monde. C'est-à-dire que les gens donc ont eu une vision, et cette vision, ils se sont battus pour l'avoir, et aujourd'hui nous en profitons tous. Ça, c'est le premier exemple. Il y a quelqu'un donc aux États-Unis qui s'appelle Martin Luther King, qui effectivement est donc le confrère de mon co-débatteur ici, qui était donc un activiste des droits de l'homme, qui s'est battu pour les injustices que commettait donc l'État fédéral des États-Unis pour que un jour cela puisse être plutôt équilibré. Ce qui a permis, on a pu le constater en 2014, 2008 si ma mémoire est bonne, l'élection donc du premier président afro-américain dénommé Barack Obama, qui a fait 2 mandats. Ceci étant, c'est pour dire qu'en fait, les gens sont libres de mener des combats s'ils se sentent opprimés. Le fait de dire que non,
il ne faut pas se lever et se battre, c'est contraire à la norme humaine. Parce que l'être humain a toujours été appelé donc à se battre pour pouvoir gagner son pain. Il est dit dans les paroles bibliques que tu mangeras donc à la sueur de ton front. C'est pour dire que si effectivement tu t'appuies toi sur ton sort, tu ne pourras jamais t'affranchir de tout ce que tu appelles comme oppression et injustice. Si le peuple noir a pu se départir en quelque sorte de la colonisation, c'est parce qu'il y a eu des gens donc, qui ont lutté contre le colon pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous soyons capables de pouvoir tenir la parole et circuler librement sur notre terre. Si il devait fuir le colon sous prétexte que le colon était trop fort, avec toutes les armes nécessaires pour les dominer, nous n'en serons pas là et nous ne serons pas aujourd'hui en train de parler la langue dans laquelle nous parlons, librement. D'accord. Ceci étant, oui. La conclusion. Ceci étant, oui. Juste pour planter le décor, pour dire que lorsqu'un combat vous tient à cœur, menez-le pour vous et pour les générations futures et non pas pour une personne. Si vous estimez être opprimé, il faut vous lever et mener le combat. Tant que vous serez dans la droite ligne et légitime, vous allez gagner le combat. Jamais une personne injustement opprimée n'a perdu un combat dont il se sent légitime. D'accord. Alors, sur cette question de l'article 55, je pense l'avoir ici. Ce que dit l'article 55 de notre Constitution, il est écrit en alinéa d'abord, la durée, le nombre de mandats présidentiels. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une fois. Alors, Marius, tu as dit qu'il fallait que c'est le juge constitutionnel, celui qui a le droit de dire oui ou non, il y a eu violation. Ça, c'est normal. Mais quand même, vous êtes intellectuel, vous êtes défenseur des droits de l'homme. On vous voit souvent, même quand des décisions judiciaires ont été prises, on vous voit vous braquer souvent contre pour appeler même, pour crier à l'injustice. Est-ce que vous pensez qu'avec cet article-là, une candidature, déjà vous savez qu'il a déjà fait un troisième mandat qui est qualifié d'anticonstitutionnel par certains, alors est-ce que vous ne voyez pas qu'il est en train de violer ici la Constitution, au regard même de ce texte, laissons même le juge constitutionnel? Mais M. David, le texte même est clair en lui-même. Le texte dit simplement que le chef de l'État en exercice peut seulement faire 2 mandats. Le texte est clair. Moi, je ne veux pas me mettre à la place de Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, mais je veux simplement rappeler quelque chose qui est clair. Le texte est clair. Le texte dit qu'il ne peut faire que 2 mandats. Il n'en fait un que dans la 3e République. Il peut faire un second mandat. Ouais, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que quand tu dis ce qui existe, on trouve que tu as une collaboration politique. Mais ce n'est pas une question de coloration politique. Le texte est clair. Le texte dit qu'il peut faire un second mandat. Il peut faire un second mandat. Qui est à l'origine, David, qui est à l'origine de la validation de la 3e République? C'est l'opposition. En 2020, ils se sont opposés à cette 3e République. Ils ont dit non, que cette 3e République n'autorisait pas M. Alassane Ouattara à être candidat. Ils se sont appuyés sur des arguments qui étaient factuels, qui ont existé. Mais les mêmes ont fait un rétropédalage et ils sont allés aux élections de fin de cycle. Je veux parler des élections régionales, par exemple la législative, les municipales et les régionales. Mais quand vous partez à ces élections, vous validez de façon passive la 3e République. Au moment où la 3e République est validée, ils sont partis, ils ont perdu ces élections. Et bien, ils ont participé. Quand la 3e République est validée, la constitution de la 3e République doit s'appliquer. C'est quelque chose
qu'on ne doit pas nier. On doit sortir la question, et de la politique. est-ce que dans ce test, il est question de la mise à zéro de tous les mandats dans la Troisième République? Ce sont les députés qui peuvent mieux vous expliquer ça. Parce que ce sont eux, à l'Assemblée nationale, qui ont validé cette République. Ce sont eux, à l'Assemblée nationale, qui ont validé le projet de loi institution une nouvelle République. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas s'entendre et que le peuple devait décider par référendum. Le peuple a décidé par référendum, vous vous rappelez. Et après ce référendum, il ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que ce que le peuple a dit là, c'est pas bon. Je ne sais pas. Il ne faut pas, on va faire politique d'hypocrisie. Faisons la politique qui est saine et qui est juste pour notre pays. Maintenant, là, je ne sais même pas pourquoi le président sortant dit les candidats et les gens sont dans l'émotion. Si vous ne voulez pas de lui, votez quelqu'un d'autre. À leur sein, au niveau du PDCI, comme mon frère Thiam est là, et qu'il a cité mes confrères. Moi, je veux citer quelqu'un qui connaît bien, Saint-Augustin. Il dit à une loi injuste, nul n'est censé obéir. Et une loi injuste, si vous estimez que c'est juste, nul n'est censé obéir, mais quand il dit nul n'est censé obéir, il s'éloigne de Hegel et de Hobbes qui pensent que une loi injuste n'est censé obéir, il faut aller jusqu'à la désobéissance civile. Non. Saint-Augustin proposait nul n'est censé obéir, pas forcément la rébellion, pas forcément la désobéissance, mais de trouver d'autres stratégies. Et parmi ces stratégies-là, ils n'ont qu'à trouver d'autres candidats au PDCI, ils n'ont qu'à trouver d'autres candidats au PPCI, ils n'ont qu'à s'unir au sein de l'opposition pour nous proposer. Quand j'ai dit ça sur le plateau, on a trouvé que moi, il y avait une coloration. Alors que je vous dis que la loi permet au monsieur à la tête de ce pays d'être candidat. Et ce monsieur sera candidat. Maintenant, vous, si vous estimez que vous voulez forcément le départ de ce monsieur, trouvez-vous un candidat, mais jusqu'à présent, ils peinent à trouver leur candidat. Et ils veulent faire passer leurs erreurs à quelqu'un d'autre pour dire que c'est eux qui sont en bonne poursuite et que c'est quelqu'un d'autre qui fait qu'ils sont en erreur. Non, organisez-vous et venez. Le monsieur est candidat, il estime qu'il a une bonne base. Vous apportez vos contradictions. Et puis nous, société civile, défenseurs des droits de l'homme, activistes, on va dire voilà, l'expression de la démocratie s'est passée en 2025 en Côte d'Ivoire. Depuis octobre, on a démontré qu'il y avait deux blocs en Côte d'Ivoire, celle du parti au pouvoir et de l'opposition. Il y a une expression de la démocratie. Et à partir de là, on a choisi une seule personne qui dirige le pays. Il y a une alternance pour la continuité. Nous, voilà ce qu'on veut dire en tant que défenseurs des droits de l'homme. On ne veut pas s'asseoir dans nos maisons, dans nos différents bureaux, pour faire des analyses, amener des jeunes dans la rue. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Arrêtons et arrêtez et cherchez la voie qui est celle de la démocratie, parce que la seule que la démocratie permet, c'est celle qui respecte les tests que nous nous sommes donnés. C'est une citation de Laurent Gbagbo qui était à la barre à la CPI. Merci beaucoup. Marcelin, alors, vous avez écouté Marius, vous, l'article 55 que je viens de lire tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression qu'il est violenté? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a un adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et de mémoire, le président de la République, chef suprême de l'armée, n'est pas un juriste. C'est pourquoi mon co-débatteur ici a dit que l'interprétation de ce test est reléguée donc à la Cour constitutionnelle. Mais je rappelle un fait. Avant l'adoption de cette nouvelle constitution, il y a eu donc des propos qui ont été, diffusés auprès donc de la population pour que cette population puisse adopter cette nouvelle constitution pour le bon fonctionnement de sa République. Ces propos faisaient écho du fait que sur ce même texte que vous venez de lire, le président ne pouvait pas rempiler après son deuxième mandat de 2015 pour lequel il avait été élu. Le ministre, le patron de la justice de Côte d'Ivoire, M. Cessan Kambilé, face à la nation, représenté par les parlementaires au Parlement de la République de Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, a dit que si le président effectivement voulait faire comme
ces chefs d'État qui s'accrochent, parfois à ces propos, s'accrochent au pouvoir. D'ailleurs, il pourrait démontrer par A plus B comment il lui est impossible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patron de la justice. Département auquel appartient la Cour constitutionnelle et département auquel appartient donc M. Cissé Bakongo qui a parlé sur France Africa 24, cette info, et j'en passe. C'est lui qui disait que ce test, effectivement, fait la liaison entre l'ancienne constitution de 2000 et la constitution donc de 2016. Et donc, venir dire que ces propos sont contradictoires à la réalité des faits pour des personnalités éminentes que celles que je viens de citer, c'est insulter donc l'intelligence des Ivoiriens. C'est insulter l'intelligence des Ivoiriens. Parce que, qu'on me dise que, contrairement à ce qu'a dit M. Bakongo et M. Sessan Kambile, il y a M. Afi N'Guessan et M. Mamadou Koulibaly qui ont fait des sorties, je pose donc la question à ces personnes-là qui sont dotées d'une, je vais dire, interprétation biaisée de ce test. Devons-nous donc faire confiance à M. Il s'appelle comment, Mamadou Koulibaly et M. Afi au détriment de M. Bakongo et du ministre de la Justice et d'ailleurs du président de la République? Je vous pose la question, monsieur le journaliste. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que face à l'argumentaire du fait que M. Ouattara ne pouvait pas être candidat à nouveau, distillé par ses collaborateurs et les propos comme quoi M. Ouattara pouvait être candidat d'une opposition, des gens qui ne sont pas collaborateurs de M. Ouattara, on devait donc croire ces personnes ou croire les collaborateurs de M. Ouattara? Bon. Parce qu'aujourd'hui, allez-y, oui. Ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est que les collaborateurs de M. Ouattara auraient trompé les Ivoiriens et que c'est l'opposition qui aurait dit la vérité. Et donc, si on en croit à cela, que vaut donc la parole des collaborateurs de M. Ouattara vis-à-vis des engagements qu'ils ont de la population? Zéro. Parce qu'on ne peut pas me dire que c'est l'opposition qui fait bonne foi au détriment du pouvoir. Quand monsieur le représentant des droits de l'homme ici me dit que effectivement M. Ouattara a pleinement le droit de pouvoir se représenter, mais je suis désolé. Je suis désolé, on a des éminents juristes ici, dont M. Père à son âme, le professeur, j'oublie son nom, vous pouvez me rappeler. Francis Vaudier. Président de la Francis Vaudier qui dit, peu importe le nombre numérique, le mandat est limité à 2, mais c'est un éminent juriste. Venir aujourd'hui dire que parce que nous sommes dans une nouvelle république, M. Ouattara a le droit de faire tous les mandats qu'il veut, sachant bien que l'un de ses collaborateurs phares depuis des années, M. Cissé Bakongo, éminent juriste de la Côte d'Ivoire, a dit le contraire. Mais vous prenez les Ivoiriens pour des gens qui ne réfléchissent pas. En ce moment, nous retrouvons donc, c'est mon avis, en violation de l'intégrité morale des Ivoiriens. C'est-à-dire que, d'une part, on se fout donc des Ivoiriens en leur disant des conneries et faire des choses contraires. Parce qu'on a dit aux Ivoiriens que le monsieur ne pouvait pas être candidat. Donc on a dupé les Ivoiriens. Parce que si le monsieur pouvait être candidat, pourquoi ne pas avoir dit aux Ivoiriens que non? Effectivement, le monsieur peut être candidat à nouveau. Donc vous avez le libre choix de voter ou non. Donc ici, nous nous trouvons en face des gens qui ont usé donc du fou, qui ont trompé donc les Ivoiriens, ce qui est passible de poursuite judiciaire. Vous le savez très bien. Ok. Parce que, je vais chuter par là, parce que c'est pas moi qui l'ai dit. La Constitution, lors de son adoption, a été claire. Elle ne permettait pas au président de rempiler pour un énième mandat après celui de 2015. Et donc, quand on nous dit qu'effectivement le président a droit, moi je renvoie donc à l'intégrité morale de ceux qui ont permis au peuple de voter. D'accord. Alors, Monsieur Marius Bly a parlé du Conseil constitutionnel. Nous allons toucher le Conseil constitutionnel, arbitre ou instrument politique. Il faut le dire que ce Conseil est beaucoup décrié. Déjà, même en 2015, lorsque le Conseil constitutionnel était dirigé par
Marcelin l'a cité tout à l'heure, le professeur Francis Vanga-Vaudier. La question de la candidature d'Alassane Ouattara se posait déjà dans les coulisses de ce conseil jusqu'à ce qu'on apprenne tous la démission inattendue et surprise du président du conseil constitutionnel qui a été remplacé par un autre qui lui a validé la candidature d'Alassane Ouattara. Est-ce que ce conseil constitutionnel n'est pas instrumentalisé quelque part? Marius? Monsieur David, je veux dire quelque chose de simple. C'est parce que la bonne foi est difficile à cerner. Contrairement au bon sens, qui est la chose la mieux partagée, parce que la bonne foi est difficile à cerner, qu'il y a des normes, des lois qui départagent les humains. Dieu même en créant les hommes, n'étant pas sûr de leur bonne foi, a fait en sorte qu'il y ait des lois sur la terre, de sorte à ce que les hommes marchent conformément aux normes. La loi dit. Moi, je suis étonné aujourd'hui quand j'entends mon frère Marcelin du PDCI qui prend des exemples de Mamadou Koulibaly et d'Afin Guessan, des gens qui hier ont été décriés comme des traîtres. Je suis étonné d'entendre parler. Mais ceux-là, ce qu'ils ont vu hier et qu'ils ont été placés comme traîtres, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce qu'on les a écoutés hier? Mais non. Au contraire, on devait continuer à les mettre dans cette posture de traite. Vous savez, on n'est pas en politique pour faire bonne foi. On est en politique pour appliquer les tests de la démocratie. Les tests de la démocratie disent qu'il faut respecter sa constitution. J'ai vu sur une plateforme des gens brandir la loi de l'ONU qui évoquait que tout citoyen a droit à vote et a droit d'être élu. Ils ont même mis en surligne, je crois, l'un des articles évoquant cela. Mais vous vous trompez aujourd'hui, hier et demain. Les normes internationales s'appliquent à la Convention internationale. Pour les élections ivoiriennes de 2025, aucune pression extérieure n'amène la Côte d'Ivoire à prendre une posture des normes internationales. Contrairement à 2010, toutes ces autorités ivoiriennes sont inscrites dans une volonté d'appliquer la loi ivoirienne. Tous ceux qui vont s'engager à respecter la loi ivoirienne seront les bienvenus. Le contraire serait mal présenté. Mais nous, en tant qu'activistes des droits de l'homme, la seule chose qu'on peut dire, mais quel est cet activiste des droits de l'homme qui peut être contre sa constitution? Si la constitution est mauvaise, alors législative, soyons candidats de nos différentes régions, portons la voix des citoyens et puis allons à l'hémicycle pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution. Il y a des éléments qu'il faut améliorer. Mais c'est ce que Assane Tcheboko fait tous les jours. Ça, c'est le premier élément que je voulais rappeler. Donc, il ne s'agit pas de s'asseoir derrière des caméras dans des pays étrangers ou s'asseoir derrière son salon. Oui, allez-y avec la question du Conseil constitutionnel. Voilà. Habite où mais je reviens sur le Conseil. Mais le Conseil constitutionnel est arbitre, ce n'est pas un instrument. Je suis désolé, ils sont arbitres. Et un arbitre ne peut que arbitrer selon les normes que la loi lui donne. Si le Conseil constitutionnel se comporte en instrument, je serai présent pour dire que cet instrument n'a pas marché. Il doit être arbitre et non instrument. Et cet arbitre-là, il va arbitrer conformément aux normes que l'État s'est données. L'État dit que nous avons des lois. Et en plus de ces lois, nous avons ce qu'on appelle le code électoral. Et le Conseil constitutionnel va s'appuyer sur la Constitution et le code électoral pour arbitrer ces élections de 2025. C'est ce que nous voulons dire. Moi,
je ne veux pas qu'on soit dans l'émotion et que nous encore, on soit dans des politiques qui n'ont pas vraiment bon vent. Je voulais rappeler quelque chose à mon confrère. Il a donné un dicton au départ, à mon co-débatteur. Il a dit un dicton au départ qui m'échappe. S'il peut rappeler rapidement, j'allais le dire. Nul n'est censé ignorer la loi. Très bien, nul n'est censé ignorer la loi. Mais Tidiane Thiam, le président du PDCI, est venu en pleine conférence à Paris pour dire, mais qui savait que l'article 48 existait? Mais on pourrait appliquer à Tidiane Thiam, nul n'est censé ignorer la loi. Parce qu'il doit savoir que cet article existe depuis 1960. Mieux même 1961, j'ai voulu reculer. Mais soyons justes. Si on peut appliquer à l'autre les capacités de se mémorer la loi, on peut appliquer aussi aux jeunes la capacité de la révisionner tous les jours. Mais attention, on peut revenir même au PPACI, demander aux militants. Moi, je dis et je répète, parti politique de Côte d'Ivoire, les élections sont une compétition transparente de la démocratie. Mais pourquoi vous doutez du peuple? Allez déposer vos dossiers de candidature. Pourquoi vous n'avez pas confiance aux institutions? Allez déposer vos dossiers de candidature. Les candidatures sont pour le 26 août là. Allez déposer les dossiers de candidature. Maintenant, nous, en tant qu'activistes des droits de l'homme, on sera derrière pour dire si la loi a été appliquée ou pas. Mais jusqu'à présent, on l'a rappelé sur le plateau hier, je le rappelle aujourd'hui, je dis et je répète, nous, en tout cas moi, activiste des droits de l'homme, la seule posture que je peux adopter, c'est celle de la Constitution et des lois de mon pays. Rappelez-vous, en 2010, ceux qui crient aujourd'hui au scandale n'ont pris qu'une seule posture, celle de la Constitution de leur pays. Mais pourquoi aujourd'hui la même Constitution doit avoir des problèmes? Mais à défaut, je fais une proposition et une alternative, j'invite tous mes frères les uns les autres. Allons-y, être candidat aux législatives 2026. Allons rafler les postes en tant qu'activistes des droits de l'homme. Allons faire comme Martin Luther King, que mon confrère a cité. Occupons des postes de responsabilité. Défendons nos contrées. Faisons comme Assalé Timoko en Côte d'Ivoire, qui est l'exemple. Et disons que nous pouvons modifier ces normes-là de sorte à ce qu'elles soient adaptées. Pour revenir, c'est mon dernier point. On va aller à Marcelin. Allez-y vite. Pour revenir, pour dire que il me disait non, il disait tout à l'heure que vraiment il y a des personnalités autour du président Ouattara. Ces personnes-là ne font pas foi de constitution. Au Bénin, je vais prendre cet exemple et terminer. Au Bénin, la loi dit que vous pouvez faire seulement 2 mandats de votre vie. C'est-à-dire si vous voulez changer de parti politique, c'est-à-dire si vous voulez changer de constitution, mais c'est attaché à votre vie. Vous n'avez que 2 mandats. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, si la constitution change, vous avez possibilité de remplir. Et c'est ce qui se passe. Mais il n'a même pas encore élu, il n'a que dit qu'il est candidat. Mais votez quelqu'un d'autre si vous ne voulez pas de lui. Ou bien vous croyez que RHDP va voter plus que vous. Mais allez battre campagne. Et je dis. Merci, Marius. Marcelin, alors, la question c'était sur le Conseil constitutionnel qui est beaucoup décrié. Beaucoup sont les Ivoiriens, surtout l'opposition, qui pensent que ce Conseil constitutionnel est aux ordres du politique. Qu'est-ce que vous pouvez réagir? Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, quand M. Ouattara a été élu donc président de la République en 2010, il y avait, je crois, M. Paul Yaoundé qui était président de la Cour constitutionnelle, si ma mémoire est bonne. Celui-ci a été remercié, quand bien il n'était pas encore arrivé à la fin du temps qu'il lui a alloué en tant que président du Conseil constitutionnel, ce qui est anticonstitutionnel. Le président n'avait pas à remercier le président de la Cour constitutionnelle de façon injuste, ce qui a été fait.
Le président est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui nomme donc le président de la Cour constitutionnelle. Pensiez-vous, monsieur le journaliste, que moi je vous nomme, en ce moment vous m'êtes rédévable. Je ne vais pas vous nommer, et puis maintenant, vous allez venir jouer contre moi. C'est comme on dit, je ne peux pas couper une canne et puis la canne va me dépasser. Impossible. Le problème en Afrique, c'est que nous avons des institutions qui ne sont pas fortes. Tout simplement parce que ces institutions ne sont pas dépendantes. Vous voyez? Elles ne sont pas indépendantes plutôt. Elles sont plutôt dépendantes du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a tous les pouvoirs. C'est ça la réalité. Le ministre de la Justice a dit, n'institutionnalisons pas la CEI, parce qu'en ce moment, elle devient dépendante. La vidéo, elle existe. Aujourd'hui, la CEI, qui est l'organe censé être le bras de la Cour constitutionnelle, refuse de faire la révision de la liste électorale pour des raisons fallacieuses. Quand la même CEI a fait la révision en 2020, nous étions dans les mêmes conditions qui aujourd'hui sont brandies. Il y avait le parrainage en 2020, ça n'a pas empêché la CEI de faire la révision de la liste électorale. Pourquoi en 2025, on nous dit que non? C'est là qu'il ne faut pas faire la révision parce que le code électoral nous dit que la liste doit être prête 3 mois avant les élections. Ou 6 mois avant les élections, je ne sais plus. Mais cela a été fait contrairement au test. Ça fait du 2 poids, 2 mesures. Ça fait donc de la non-rigueur parce que nous nous retrouvons en Afrique et que seule la parole du chef fait loi. Et non pas les tests. D'ailleurs, le RHDP aujourd'hui, qui a son président de la République de Côte d'Ivoire, dit quoi dans son fonctionnement? Le président du parti est élu. Le candidat du parti est choisi à la convention. Mais nous n'avons pas assisté à ça. Comment voulez-vous que des gens qui, dans leur parti, ne respectent pas les textes et lois, puissent respecter les fondements essentiels de notre République? C'est ça la grande question. J'ai dit que nous ne pouvons pas faire confiance à l'opposition parce que l'opposition n'est pas au pouvoir. Monsieur Afin Guessan et Mamadou Koulibaly étaient de l'opposition. Donc ils peuvent être animés de mauvaise foi en voulant manipuler le peuple ivoirien. Mais le peuple ivoirien a élu M. Ouattara et ses collaborateurs. Donc le peuple ivoirien a plus confiance, a plus droit à faire confiance à M. Ouattara dont il a donné un mandat que ces 2 personnes dont je viens de citer. Mais monsieur le président de la République et ses collaborateurs ont dit aux Ivoiriens, votez la nouvelle constitution, ne vous inquiétez pas. Le fondement essentiel sur le nombre de mandats est respecté et cela ne souffre d'aucun handicap. Et derrière, on vient faire le contraire et empêcher d'ailleurs le peuple de pouvoir s'exprimer librement dans les urnes. Comment voulez-vous que le peuple, selon ce que mon confrère a dit, mon co-débatteur, aille choisir librement son candidat s'il ne se sent plus dans la politique du RHDP, si ce peuple ne peut pas s'inscrire majoritairement sur la liste électorale pour des raisons, j'ai dit, jugées fallacieuses? Dans tous les événements, vous avez la présidente de la Cour constitutionnelle nommée par le président, les événements RHDP comme peut-être j'abuse, comme du gouvernement, sachant qu'ils sont censés s'en éloigner pour ne pas être parti pris. Vous ne verrez jamais le président de la CEI, la présidente de la Cour constitutionnelle, faire partie des événements organisés par l'opposition. En ce moment, on peut être tenté de croire qu'ils jouent ensemble. Le problème en Afrique, ce sont les hommes, c'est le pouvoir, parce que les gens ont peur. Tout simplement parce que tout le pouvoir est concentré aux mains donc du président de la République. C'est là que je vais chuter. De mon vivant, je n'ai jamais vu un intellectuel supplier un candidat en appelant donc Dieu pour le fait qu'il soit candidat donc du parti. Je vous mets au défi de me dire le contraire, mais on a vu M. Patrick Hachi, éminent intellectuel, dire à cause de Dieu, citer toutes les appellations de Dieu dans différents dialectes,
en suppliant le président de la République pour être candidat. Sous d'autres cieux, on a les candidats qui se présentent, qui défendent donc l'idéologie pour laquelle ils veulent représenter le parti. On demande le minimum de la révision de la liste électorale. C'est refusé. Et vous nous parlez du respect des tests, vous nous parlez d'une démocratie. Mais nous ne sommes pas dans une démocratie. Là où je vais chuter, le président, son mandat est posé sur quoi? Sur la sécurité. Mais vous êtes activiste des droits de l'homme. Les prisonniers ont des droits. Les prisonniers ont des droits. Il y a un monsieur qui s'appelle Alino Faso, qui était détenu par la Côte d'Ivoire, parce que la gendarmerie travaille pour la République de Côte d'Ivoire, la justice travaille pour la République de Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur a trouvé la mort. Comment se fait-il que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas pu assurer les droits fondamentaux de ce prisonnier dont vous êtes censé porter la voix, monsieur le représentant des droits de l'homme? C'est ce qui est ahurissant. Et c'est ce pourquoi nous crions au scandale, c'est ce pourquoi nous dénonçons l'état du fonctionnement censé être normal de notre République. Je m'insurge contre tous les intellectuels qui aujourd'hui disent une chose et disent le contraire. Élisée Boulboué a dit que les hommes politiques devaient avoir l'honnêteté intellectuelle d'être droits. Et je paraphrase ses propos, il dit, quand on donne la parole, il faut la respecter parce que c'est ce qui fonde notre personnalité et c'est ce qui va rester après notre départ. C'est ce qui va rester après notre départ. Nous allons prendre le deuxième chapitre qui va concerner la candidature et mémoire politique, promesse non tenue. On se souvient qu'en 2020, le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait promis de ne pas se représenter. Mais aujourd'hui, le président revient sur sa décision. Quelque temps après, bien sûr, la mort de son candidat choisi, qui est Amadou Gon Coulibaly, il était revenu. Et on pensait que pour 2025, il aurait pu choisir quelqu'un dans ses rangs, mais il est encore lui-même sur la liste. Alors, quel impact sur la confiance? Là, ce n'est plus une question de droit, on parle de moralité. Alors, conséquences politiques d'un revirement. Quelles sont les conséquences politiques d'un tel revirement? Quelqu'un qui avait déjà dit, je vais laisser le flambeau à la jeune génération et qui revient sur sa décision dans ces conditions que nous connaissons tous. Alors, quelles sont les conséquences, Marius? Non, je voulais dire deux choses. D'abord, je voulais vous rassurer. Nous, c'est parce qu'on n'a pas confiance à la moralité que nous nous sommes engagés dans les droits de l'homme. Et les droits pour nous sont fondamentaux. Et on ne s'amuse pas avec les droits. Si la loi autorise que ce soit à manifester son droit, je pense que la loi lui autorise et nous défendons avec tous nos moyens l'expression de ces droits vis-à-vis de la loi. Ce que je veux dire encore, c'est que Élisée Boulboué n'est pas une loi. Ça, je dis à mon co-débatteur qui doit comprendre. Et celui qui est mort en prison, M. Alino Faso. Voilà. Je voulais qu'on respecte la mémoire de ceux qui sont décédés. On peut pas. Est-ce que lui, il a les conclusions de justice? Lui qui parle. Parce qu'il dit que l'État devrait assurer sa protection, l'État faillit. Est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit? Est-ce que l'État a effectivement failli? Est-ce qu'il a les conclusions de justice? Est-ce qu'il a les enquêtes avec lui? Est-ce qu'il est lui-même allé sur le terrain pour se renseigner? Dans son 14 années de mandature, il n'a pu former qu'un seul qui malheureusement nous a quittés. Que vaut la parole donc de ce monsieur qui a dit que je ne suis pas en train de réformer la Constitution pour faire un troisième mandat? D'ailleurs, je ne suis même pas éligible. Et d'ailleurs, je ne cherche pas un travail à 82 ans. Et venir dire, je me sens en bonne santé et tout. Vous auriez pu dire, je me sens en bonne santé, mais ça dépendra donc de la situation. Devant les journalistes internationaux, vous avez dit que je ne cherche pas de travail. C'est l'argument que vous avez avancé. Et vous avez encore dit qu'il y a une demi-douzaine capable d'assurer. Vous avez dit que vous allez passer la main à une nouvelle génération. Est-ce que
la sécurité de la Côte d'Ivoire dépend de la vie de M. Ouattara. Si la sécurité de la Côte d'Ivoire ne dépend pas de la vie de M. Ouattara, en ce moment c'est un argument fallacieux et impertinent. Parce que sans M. Ouattara, la Côte d'Ivoire vit Charlie Hebdo, tout ça. Mais ça n'a pas empêché qu'un jeune homme de 39 ans, qui n'avait même pas encore 40 ans, qui n'avait même pas l'âge qu'a Mme Mamadou Touré aujourd'hui, ait dirigé la France, qui est une puissance nucléaire. Je vous rappelle. Que vaut la Côte d'Ivoire face à la France, puissance nucléaire, qui fait partie donc des pays du G7? Pour dire que la Côte d'Ivoire est confrontée à un défi de sécuritaire et qu'il faut une personne de 83 ans. Donc vous voyez que l'argument est impertinent. Nous avons donc quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir pour assouvir ses désirs personnels. C'est ça la réalité et c'est déplorable. Qu'on ne puisse pas jouer l'acte à la parole en essayant donc de justifier par comme quoi le devoir nous appelle, donc souvent le devoir de transmettre la parole donnée. C'est parce qu'il se sent gêné d'être aujourd'hui en contradiction avec ce qu'il avait dit hier. Ça réjouit donc ce que M. Gbagbo a dit pour dire que M. Ouattara en réalité ne respecte pas ses engagements pour être élégant dans mes propos. Je suis là. Merci beaucoup Marcelin, très inspiré. Alors, je pense qu'on a quand même duré, hein? On a duré, on ne pourra pas décortiquer tous les points, sinon on risque de rester jusqu'à minuit. On doit rappeler quelques éléments quand même. D'accord. Aux États-Unis, il y a 34 400 décès dans les prisons, surtout en 2019, avec une moyenne de 330 par an. Je voulais juste rappeler ça à mon co-débatteur. Personne n'encourage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux simplement dire qu'on n'a pas de preuves. Désolé, excusez-moi cette indiscrétion. Ici, vous parlez de prisons, vous ne parlez pas des camps de formation militaire aux États-Unis, vous parlez de prison. La gendarmerie dans laquelle le monsieur est décédé n'est pas une prison ordinaire pour les prisonniers. C'est ça que vous oubliez de dire. Donnez-moi les chiffres qui sont similaires au cas de la gendarmerie pour les États-Unis où les gens se donnent donc la mort parce qu'ils sont détenus pour être accusés de complicité avec des nations étrangères de déstabilisation. Dites-moi cela. Je voudrais dire encore à mon co-débatteur, et quand on parle de prison, on met ensemble tous les lieux d'incarcération. Ça veut dire que les lieux de détention provisoire comme les lieux de détention définitive. Donc, je suis désolé, qu'il aille revoir la terminologie. Deuxième chose que je voulais dire, moi je ne rentre pas dans le débat politique avec mon co-débatteur. Moi je ne suis pas politique, moi je suis défenseur des droits de l'homme. En tant que défenseur des droits de l'homme, excusez-moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je n'ai plus poursuivi les droits de l'homme. Je dis, M. Ouattara est candidat. Allez-y, PDCI, allez-y être candidat. PPACI, allez-y être candidat. Et donnez-moi encore, COGEP, allez-y être candidat. Est-ce qu'on vous demande toutes ces analyses de Ouattara nous a trahis? Si vous êtes conscient de ça, si vous êtes conscient du fait que Ouattara nous a trahis, si vous êtes conscient du fait que le président Ouattara... Mais Marie, je vais poser une question qui va vous permettre de pouvoir continuer. Je viens David, vous allez poser la question, je vais juste ça. Si vous êtes conscient de tout ça, aujourd'hui le 17 octobre, allez voter quelqu'un d'autre. Et présenter quelqu'un face à lui. David, je vous écoute. Voilà, je vais dire, comment est-ce que on présente sa candidature, on devient candidat quand dès qu'on sent un candidat de poids sûr, automatiquement, il n'est plus sur la liste électorale. On sait très bien que le président Thiam, son nom était sur la liste électorale jusqu'à ce qu'il se déclare candidat. Et du coup, son nom n'est plus sur la liste électorale. Même au PPACI, Laurent Gbagbo, son nom était sur la liste électorale jusqu'à ce qu'on sente qu'il va être libéré et son nom a été automatiquement enlevé. Alors, même si on choisit, qui dit que même si le PPACI choisit quelqu'un d'autre qui est soutenu par Laurent Gbagbo, cette personne ne sera pas encore mise en cause. C'est la question un peu que d'ailleurs se pose. La belle question,
c'est pas celle-ci. La même question, je vous la David. C'est qui un candidat de poids sur? Oui, je ne le connais pas. Un candidat de poids sur pour moi, quelqu'un qui est sur la liste électorale, qui peut déposer ses dossiers. Vous voyez, M. David, la condescendance de mon co-débatteur, il lui pose une question et il se permet d'être condescendant vis-à-vis des candidats, quand bien même il dit d'ailleurs qu'il ne lui fait pas donc de la discussion politique. Mais c'est triste en fait, parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de candidature sûre, M. Thiam, quand il est arrivé dans la politique ivoirienne, a mis des sujets sur la table. Il a parlé de DDH qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est un thème technique pertinent pour toute personne intellectuelle aspirant au bon fonctionnement d'un État. D'accord, Masque, c'est compris, c'est lui qui a la parole. On va le laisser terminer. Non, je l'écoutais parce que c'est lui qui parlait de bonne éducation tout à l'heure. Malheureusement, c'est lui qui en fait défaut. Mais moi, je reviens à mes propos. Je vais être tranquille parce que je ne sais pas qui on appelle candidat sûr. Mais Thiam n'a jamais été un candidat sûr. Il a lui-même dit à Paris que lui ne savait pas que l'article 48 existait. Quelqu'un qui ne sait pas les lois de son pays peut être un candidat sûr. Il est soutenu par il est soutenu par la machine du PDCIRDA. C'est ce qu'on appelle candidat sûr. Non, je l'ai déjà dit sur le plateau et je le répète. Je dis que Thiam est victime de son imprévoyance. Il n'a pas été prévoyant, il n'était pas sûr de diriger ce pays. Il s'est engagé dans une affaire qu'il ne maîtrisait pas et il en était victime. Ça, je ne reviens pas là-dessus. C'est le débat passé. Parce que quelqu'un qui a dit que lui-même ne sait pas que l'article 48 existait. Ce n'est pas moi de le répéter. Mais je vais revenir sur le fait que on appelle certaines personnes candidats sûrs. Qui est candidat sûr? Pour moi, un candidat sûr, c'est quelqu'un qui est sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas sur le président Ouattara, vous n'êtes pas un candidat sûr pour moi. En tant que défenseur des droits de l'homme, nous on a besoin d'adversité sur l'échiquier politique. Le président Ouattara a dit hier qu'il est candidat. J'invite mon frère du PDCI à aller chercher au sein du PDCI un candidat. Si Thiam n'a pas pu être candidat, mais je l'ai dit sur le plateau, je le répète, allez chercher quelqu'un d'autre pour être candidat. Si on peut faire un CI, on peut faire un candidat, allez chercher quelqu'un d'autre pour être candidat. Mais on va pas faire de la fixation. Je vous donne l'exemple du Sénégal, pas par stratégie, hein, mais je vous donne l'exemple du Sénégal par l'histoire. Au Sénégal, vous êtes quand même... Ils se sont mis ensemble, quand de chute là, au Sénégal, ils se sont mis ensemble, sachant tous les dépôts, toutes les qualités que pouvait englober le candidat Diomaye Faye. Ils se sont mis ensemble pour que Diomaye Faye soit candidat. Si vous estimez que le président Ouattara a fait plusieurs mandats, si vous estimez que le président Ouattara a fait beaucoup de choses de trop, si vous estimez que le président Ouattara est ceci, et cela, allez démontrer dans les urnes le 25 octobre que le président Ouattara, vous ne l'avez pas choisi. Allez le démontrer en présentant quelqu'un d'autre. Mais pas en l'insultant, pas en envoyant des gens dans la rue, parce que vous n'allez pas accepter que les gens injurient vos leaders, et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on ne va pas accepter que le discours politique soit encore rempli d'infectifs. Mais ce que nous voulons dire, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, choisissez-vous des candidats. Laissez les analyses que vous menez. Non, il a dit hier, il a dit avant-hier, il a dit tout ça là, on a compris. Aujourd'hui là, que dites-vous via le vote? Allez-y aux élections. Allez-y aux élections. Moi, j'ai une question pour vous, Marius. J'ai une question pour vous, Marius. Lorsque quelqu'un, comme vous êtes défenseur des droits de l'homme, est-ce que les droits de l'homme n'ont pas un droit de regard sur le retrait du nom de quelqu'un de la liste électorale pour dire si cela est de droit ou non? Ah, ça c'est la meilleure des questions. Là, je mets ça à l'aise et je me retrouve dans mon élément. Je vais vous dire deux éléments. La première chose que je voulais vous dire, c'est que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous nous appuyons sur les textes de la nation et les conventions internationales pour défendre. Le retrait de certaines personnes sur la liste électorale, si elles sont motivées par les textes de la nation, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'inviter le pays
à faire ce que je dis et je répète, je le dis sur le plateau, et je le répète, à faire un consensus. Nous, on a appelé le président Ouattara, moi-même de ma bouche, sur le plateau, sur plusieurs plateaux d'ailleurs. J'ai dit que c'est le président Ouattara qui peut régler cette question. S'il estime qu'il peut passer cette question, il la peut. Mais tant que c'est une décision de justice, telle que motivée par la CEI qui retire certaines personnes, croyez-moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, on ne peut pas aller contre une décision de justice. Amen. Si on estime que notre justice n'est pas bonne, David, soyons honnêtes, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas être dans la passion, il ne faut pas être de mauvais défenseurs. Si on estime que notre justice n'est pas bonne, je le répète aujourd'hui, allons-y à l'hémicycle, proposons par projet de loi, proposons. Si on n'est pas sûr, on peut encore même faire mieux. On peut aller ravir des régions pour être membre de l'Assemblée nationale et proposer par voie de loi l'amélioration ou le test de modification. On peut passer par le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, le CNDH. On peut passer par le CNDH, faire des propositions. On n'a pas le choix que de faire en sorte que nos lois soient meilleures pour demain. Ce que nous tous nous disons aujourd'hui. Vous pensez que je ne comprends pas ma sœur, je le comprends. Je rappelle simplement que quand on a accepté une république, on doit observer les lois de cette république. Vous pensez que je ne comprends pas le RADP, je le comprends. Le RADP dit qu'aujourd'hui les champions c'est Alassane Ouattara. On le comprend. On n'a pas le choix que de rappeler au RADP que votre constitution de la Troisième République dit que vous avez libre cours. On dit aussi à l'opposition que cette constitution dit que tout le monde est libre. Maintenant, après, allons en 2026, en janvier 2026 ou en décembre 2027, allons-y aux élections législatives, allons prendre tous les postes, allons aux élections qu'on appelle à l'Assemblée nationale, allons faire des propositions. Si on ne veut pas faire ça, nous ne venons pas insulter des leaders, parce qu'il s'agit de notre pays. Nous ne venons pas faire descendre les enfants de la rue, parce qu'il s'agit de notre pays. Personne ne gagne dans cette voie. La seule voie est la meilleure. Vous êtes défenseur des droits de l'homme, et celle qui propose la démocratie. La démocratie, c'est le débat. Ce n'est pas de s'asseoir là et à tout bout, comme on appelle ce qui n'a jamais existé. Je suis désolé, on se trompe. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Didier Thiam n'est pas sur la liste. On l'a compris. Mais et après? On s'arrête là? Mais si on s'arrête là, nous ne prenons pas. Ne disons pas que Ouattara il a dit hier, il dit aujourd'hui. Non, c'est sa bouche. Il est libre de dire hier et aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas la loi pour nous. La loi dit qu'il peut être candidat. C'est la loi qui nous défend. Et je vous ai dit que la seule personne qui peut passer dans ce débat, c'est la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle estime qu'il peut être candidat, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on remarque que les droits de l'homme ont été respectés ou pas. Voilà. Le Didier Thiam, pour rappeler, il a saisi l'ONU tout récemment. L'ONU a dit simplement qu'elle ne peut pas l'accompagner dans cette démarche, mais qu'elle invite l'État à faire respecter les lois. C'est tout. C'est tout ce que l'ONU peut dire. L'ONU dit qu'elle n'acquiesce pas. Elle ne peut pas acquiescer. Mais la seule chose qu'elle peut faire, c'est d'inviter les États à respecter leurs normes qui sont fixées. Mais l'ONU ne va jamais demander à un État souverain de mettre de côté ses lois. On n'est pas en 2010. Je vais terminer par là, David. On est en face de nous deux systèmes. En 2010, l'ONU avait le droit de le faire. Il faut laisser David, laisse-le parler. Oui. Laisse-le parler. Oui, il ne se rappelle pas de Yangichoy. Il ne se rappelle pas des chars qui étaient donc. Il ne se rappelle pas de la communauté internationale qui a validé notre élection. Parce qu'on n'était pas encore une nation, on était une commune. C'est en 2020 une nation et puis souverain. Continue. Marcelin, ne sois pas limité dans tes recherches historiques. Marcelin, rappelle-toi, c'est toi-même qui m'as évoqué tout à l'heure, comment on appelle, mentalité. Rappelle-toi, si on veut revenir en Côte d'Ivoire. Parce que si vous vous rappelez des Américains qui ont vécu en 1800, rappelez-vous aussi de ce qui était en 2010 hier. En 2008, 2009 et 2010. Il y a eu d'abord ce qu'on va appeler en 2003 l'accord de Makoussi, qui progressivement s'est transformé en Pretoria à partir de 2007. Quand on arrive à Pretoria en 2005 et en 2006, je veux dire en avril et en juillet, avril 2005 et juillet 2006, quand on arrive à cette période, ce sont nos dirigeants, Laurent Gbagbo en tête,
il propose d'ailleurs que l'ONU vienne certifier les élections. Le 6 juillet 2006, quand l'ONU vient pour certifier les élections, il se pose qu'il y ait une série qui fasse le vote, un conseil constitutionnel qui dise le résultat, et une certification de l'ONU. Face à la certification de l'ONU, qui était difficile, Thabo Mbeki écrit à l'ONU de faire venir un représentant. Quand Thabo Mbeki fait venir un représentant, on se retrouve à l'accord politique de Ouagadougou. Quand on va à Ouagadougou, on va juste pour ficeler l'intervention de chacun. Mais regardez ce qui s'est passé en 2010. Ce qui s'est passé en 2010, c'est qu'au premier tour, le processus a été respecté. Mais au deuxième tour, chacun s'est taillé la part du gâteau. C'est ce qui a mené la crise. Mais vous voulez que je me rappelle d'une situation dans laquelle il y a eu des accords? Est-ce qu'actuellement nous sommes dans une phase d'accord? Est-ce qu'actuellement on est un pays dans lequel il y a des accords? Il n'y a pas d'accord? D'accord. Marius, on va te donner une minute pour conclure. Et on va aussi donner la parole à Marcelin. Il va aussi donner son temps d'antenne et puis va faire la conclusion. Et nous allons nous séparer parce que quand même, ça fait 2 heures que nous parlons. D'accord. Je conclue simplement. Vous dites que la candidature du président Ouattara est légitime. La légalité qui lui revient simplement à la Cour constitutionnelle. Il revient à cette Cour de dire le droit si le président Ouattara doit être candidat ou pas. Quand j'ai fini de dire ça, je vais inviter mon opposition, l'opposition de ce pays, sur laquelle nous comptons pour qu'il y ait contradiction, pour qu'il y ait l'expression de la démocratie. Nous invitons cette opposition à s'organiser pour présenter en face du président Ouattara un adversaire. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez saluer déjà la candidature motivée d'Assale Timothée, celle de Toby Vincent. Parce que voici des citoyens qui ont compris qu'il n'y a pas autre alternative que l'expression des yeux. Qu'on ne rentre pas dans les problèmes de personne, qu'on se loigne de ces problèmes de personne, parce que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on ne va pas tolérer qu'un seul Ivoirien tombe encore. On ne va pas accepter qu'on compte encore des morts ou qu'on compte encore des victimes liées aux élections. Dans ce pays, on peut se passer de victimes post-électorales ou pré-électorales. On peut passer tout simplement à des célébrations post- ou pré-électorales. Et nous invitons tous les démocrates à passer à l'expression de la démocratie en participant massivement à ces élections. Que le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre de ce pays soient en paix, parce que nous savons que des lanceurs de paix, des partis politiques tels que les Marcelins qui sont avec moi ce soir, tels que les Oussou Kwame qui sont avec moi ce soir, les journalistes tels que les David, vous allez lancer des messages dans toutes les contrées de ce pays pour inviter les Ivoiriens à marcher dans la paix, en utilisant seulement les cartes de lecteurs comme arme de revendication. Voilà ce que nous voulons dire. Merci beaucoup, Marius. On va donner la parole à Marcelin. Marcelin, tu as 5 minutes. Tu vas aussi réagir et puis faire aussi ta conclusion. Merci. Merci beaucoup. En fait, moi je pense que monsieur monsieur Marius devrait assumer son appartenance donc au RHDP. Voilà. Parce que il parle plus. C'est le politique, ouais. Quand il dit pour quelqu'un, on dit que c'est RHDP. Quand il dit pour l'autre, on dit que c'est opposition. On va laisser Marcelin. Donc d'accord que demain matin, Marcelin m'invite à un kiosque RHDP pour qu'il paye mon droit d'adhésion. Ok. Et donc, en fait, écoutez ceci. C'était de nos éminents ambassadeurs. Il disait le 6 mars 2020. Le choix de ne pas vous présenter aux prochaines élections présidentielles est
une décision historique. Vous venez d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays. Bâti et parti sans crier gare. C'est ce que j'appelle l'élégance. Merci pour la paix, merci pour l'alternance, merci pour le travail abattu, Monsieur le Président. Et j'ai dit que, effectivement, aujourd'hui, Assalfo est maîtrise dans son cœur de voir que, après de si belles paroles qu'il a écrites en 2020, il y a un cas de force majeure qui a permis au président de récidiver. Aujourd'hui, nous n'assistons pas à un décès, mais nous assistons à une invention d'un quelconque défi sécuritaire et économique. Comme je l'ai dit, je le martèle encore, quand le jeune Macron prenait la France, pays possédant l'arme nucléaire, pays faisant partie des G7, il n'avait pas encore 40 ans. Il n'avait pas encore l'âge du ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, M. Mouadou Touré, qui en a 48 aujourd'hui, si ma mémoire est bonne. Il avait 39 ans. Pour diriger un pays confronté à des défis économiques, sécuritaires, tels que la Côte d'Ivoire, si la France y est parvenue avec quelqu'un qui avait 39 ans, c'est pas la Côte d'Ivoire qui est un pays qui bénéficie des avantages du PPTE et qui propose des propotes familiales à des familles pauvres, parce que celles-ci n'arrivent pas à gagner plus de... Vous prenez ici en Côte d'Ivoire, il y a 37% de pauvres. Selon le site du gouvernement, est considéré comme pauvre quelqu'un qui n'a pas plus de 750 francs par jour. Vous prenez 750 francs, vous multipliez par 30, ça ne vaut pas 30 000 francs CFA. Un pays comme ça, qui a plus de 10 millions de sa population, qui ont des personnes qui n'ont pas de revenus, peut effectivement être dirigé par quelqu'un de moins âgé même que Macron, si Macron est arrivé. Et c'est auprès de ce Macron qu'on vient prendre conseil sur la gestion ou les défis de notre pays ou de notre sous-région. Si on n'y réussit pas, c'est qu'on a échoué. Parce que les défis auxquels la France est confrontée sont supérieurs à tous les niveaux que ceux de la Côte d'Ivoire. Mais s'il faut qu'une personne de 83 ans pour diriger la Côte d'Ivoire pour répondre à ces défis, c'est qu'en réalité on a échoué. Et c'est par ricochet, pour que cette personne puisse effectivement réussir, on est obligé de retirer injustement des personnes de la liste électorale et empêcher la révision de la liste électorale qui permet à la majorité des Ivoiriens de choisir librement leur président. C'est qu'on a encore échoué 2 fois, cette fois-ci du niveau de la démocratie. Et donc entendre des gens défendre ça, sachant qu'ils sont donc du côté du peuple, je suis offusqué. Que vaut la parole d'un homme, de sur quoi un homme d'État, si celui-ci est obligé de la substituer par des événements fallacieux, non pertinents? Alors, la Côte d'Ivoire court un grand danger. Parce que cette Côte d'Ivoire, si son destin ne repose que sur l'âge d'une personne qui a plus que l'âge du président de la plus grande puissance sur cette terre, alors nous avons un véritable problème de ressources humaines. Parce que Biden a dû se retirer de la course présidentielle parce qu'il avait quasiment le même âge que M. Ouattara aujourd'hui. Pourtant, les défis auxquels les États-Unis sont confrontés sont supérieurs à ceux de la Côte d'Ivoire. Mais il a fallu quelqu'un moins âgé que lui, qui est Trump, pour diriger donc ce pays. Et il réussit bien. C'est pour dire que ce mandat est le mandat de la honte, est le mandat de l'échec. Et c'est le mandat qui permet à la communauté internationale de découvrir la réelle personnalité de M. Ouattara. Quant à la promesse qu'il tient quand il donne sa parole ou non. Quant à la capacité de M. Ouattara à avoir réussi ces 3 mandats pendant lesquels il a été soutenu par ceux-ci. Si M. Ouattara a réussi à venir au pouvoir en 2010, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est parce qu'il y a eu la France qui effectivement a combattu aux côtés des ex-forces rebelles pour permettre à M. Ouattara de quitter le Golf Hotel pour rejoindre la maison
luxueuse du plateau qu'on appelle le palais de la République. Si on est obligé d'empêcher des gens de se présenter, c'est qu'en réalité, c'est nous qui inventons les défis. Parce que le réel défi, c'est les problèmes que nous créons en refusant que les fils de la Côte d'Ivoire légitimes puissent se représenter. Parce que c'est par là que je vais chuter. Quand j'entends le représentant des droits de l'homme dire que M. Thiam est victime de sa propre turpitude, mais je suis désolé, M. Thiam n'a aucun problème. La justice dit, M. Thiam s'est inscrit sur la sectorale pendant qu'il avait des papiers français. Je l'accepte sans rentrer dans les détails. Mais pourquoi cette même justice ne demande pas à l'organe censé faire la révision selon le code électoral après 6 mois, parce qu'il y a des mutations, de permettre à M. Thiam de pouvoir être sur la liste en réorganisant une nouvelle révision. Nous sommes dans un État qui en réalité n'a pas de grande vision parce que cet État est dirigé par des gens qui sont des valets des Blancs, comme l'a dit M. Thiam. Ce sont des valets des Blancs qui chaque fois sont obligés de venir prendre conseil dans les salons des Blancs. Comment voulez-vous que les Blancs nous respectent quand à 83 ans on est obligé de toujours rester au pouvoir pour que notre pays puisse se porter mieux sécuritairement et économiquement? Là où ils ont besoin de quelqu'un qui a 39 ans. Figurez-vous, M. David, savez-vous à quel âge Poutine a été présenté aux yeux de la Fédération de Russie? Il avait 47 ans, M. David. Savez-vous à quel âge Boris Yeltsin a quitté le pouvoir en Russie? 63 ans, M. David. Ces exemples sont légion. Pourquoi est-ce que nous, petits pays, avons besoin de quelqu'un de 83 ans? Ça veut dire que les gens qui ont moins de 83 ans sont tous bêtes et inexpérimentés. Excusez-moi du terme. Il faut avoir 83 ans chez nous pour avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir faire face aux défis sécuritaires et économiques pour un pays qui a un budget de 15 000 milliards, où 11 millions de sa population, quasiment la moitié, n'a pas 30 000 francs, n'a même pas le SMIC, comme comment on dit, réserve ou bien ressources de subsistance. Parce que le SMIC en Côte d'Ivoire, ce sont 10 000. Ce qui fait quasiment le plein carburant d'un véhicule. Parce qu'avec 75 000, vous ne pouvez pas faire l'aller-retour à Bian-Korogo. Je suis choqué qu'on en soit arrivé là, après ce que la Côte d'Ivoire a connu depuis la mort de Feu Félix Houphouët-Boigny. Le destin de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui bâillonné par M. Ouattara parce qu'il est obsédé par le pouvoir. Et il a accompagné par ses amis en manipulant donc l'histoire de la Côte d'Ivoire, en trompant la vision des Ivoiriens. Parce que moi, je fais foi aux propos de M. Ouattara et ses collaborateurs qui ont dit aux Ivoiriens, votez cette constitution car elle ne permet pas de pouvoir empiler. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est triste qu'on soutienne cela. Et il y a quoi la Côte d'Ivoire, il y a quoi la démocratie, et honte à l'Afrique est toujours obligée d'humilier ces pauvres, je vais dire, résidents, aux yeux donc des petits blancs qui nous considèrent comme des nuls et des incapables. Parce que si c'est un vieux qui doit assurer notre destin, les blancs nous voient comme des sous-hommes. Parce que eux, ils n'ont pas besoin d'un vieux pour assurer leur destin, ils ont juste besoin d'un jeune. Là où nous on a besoin d'un vieux, ça c'est un échec du continent, c'est un échec du peuple ivoirien. Et j'en pleure. Merci beaucoup Marcelin et Consolation. Non mais David, oui, David, oui. Il faut qu'on donne quelques lotus à Marcelin pour... Parce qu'aux États-Unis, Marius, on n'est pas fini. Joe Biden n'avait pas 40 ans. Il faut que Marcelin écrit encore. D'accord. La France fait partie des pays qui possèdent, mais la France fait partie des pays qui possèdent l'arme nucléaire. La France fait partie du G7. Il y a quelqu'un qui a 39 ans pour diriger la France. Pourquoi nous ne sommes pas dans le G20, avons besoin de 80 ans, de quelqu'un de 80 ans pour gérer notre pays? C'est qu'il y a un échec là. C'est quoi vous comprenez pas, M. Gabi? Merci à tous. Marius Obli, activiste. La volonté d'expression démocratique et les hommes de la Russie. Quand on prend la Russie, est-ce que la Russie est un modèle démocratique qu'on voulait avoir? Mais j'ai pris les hommes de la Russie à décès. Parce que là, vous ne savez pas, M. Poutine avait la capacité de se maintenir au pouvoir. Mais M. Poutine a fait quand même semblant, en ne se présentant pas en 2020, il est en 2020 encore. En 2008, il a présenté Medvedev. Et
à quel âge Medvedev a été candidat? 42 ans. C'est ça ce que vous ne disiez pas. Monsieur Medvedev avait 42 ans quand il devenait président de la Russie. Même si c'est derrière, effectivement, c'est Poutine qui dirigeait. Il aurait fallu un peu de décence à M. Ouattara pour savoir que j'ai 83 ans, mais c'est moi qui vais diriger le pays. Il faut que je présente quelqu'un de moins âgé que moi. C'est M. Ouattara qui l'a dit. Ce sont les ministres, surtout son premier ministre qui parle partout là. De la jeunesse qui a dit que si ils envoient leur papa, nous envoyons nos papas. Ok, merci à mes co-débatteurs. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire, Marius. Voilà, Marius, je pense que sincèrement. Monsieur David, en tout cas moi j'ai plus de 1000 euros comme ressources financières le mois. J'ai pas de problème. C'est pour les gens qui n'ont pas 30 000 francs, qui n'ont même pas 100 euros là. Les 11 millions de personnes qui ont moins de 100 euros le mois là. C'est pour eux que je parle. Parce que leur destin réside dans la main de quelqu'un qui a 83 ans. On comprend maintenant parce que vous êtes nantis. Vous avez 1000 euros. Les gens qui cherchent 1 euro par jour en Côte d'Ivoire là, ces personnes-là se disent que c'est parce qu'il y a une mauvaise politique que ces personnes-là, c'est parce qu'il y a une mauvaise politique de quelqu'un qui est âgé de 83 ans. Alors là, je n'ai plus le contrôle de mon panel. Alors, voilà. C'est quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça qu'il va quitter. C'est pour ça qu'il va quitter parce que nous ne pouvons pas accepter cette forfaiture. Nous ne pouvons pas accepter cet échec de quelqu'un de 83 ans. Merci Marcelin, merci Marius. C'est nul, je vous le dis. Merci Marcelin, ami internaute. Vous voyez que le débat est chaud ici et c'est difficile pour moi de pouvoir calmer mes co-débatteurs. On a déjà fini. Nous sommes en train de vouloir conclure, mais on est fiers. On est fiers pour dire qu'un jeune de 39 ans est notre ami. On est fiers pour dire qu'un jeune de 39 ans est notre ami. Oui, mais un jeune de 39 ans, c'est un sous-homme. C'est un homme. Mais si un jeune de 39 ans qui est notre ami dirige un pays qui ne fait pas des GC, pourquoi nous ne pouvons pas former quelqu'un de 39 ans aussi pour diriger notre pays qui n'est même pas parmi les 107? Mais tout le monde ne peut pas marcher. Vous ne voyez pas la contradiction? Voilà, merci. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Ok. On a une démarche constructive. Vous n'avez pas de démarche constructive. Je vous en prie. Vous avez une démarche corruptive. Vous avez une démarche vous avez une démarche de permettez-moi. Il y a des gens qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est ça la réalité des faits. Permettez-moi, Marcelin et Marius, permettez-moi de conclure. Oui. Là où il y a un prisonnier qui meurt dans des conditions atroces, vous êtes tous soutenus ça, vous dites que faisons confiance à la justice. Là où on demande à ce que la justice ordonne la révision, vous dites que nous respectons la loi. Vous voyez le deux pas de mesures dans vos propos. Mais c'est triste. Est-ce que vous avez un candidat? David, merci beaucoup pour le débat. Merci. Et je serai ravi de recevoir une autre invitation très prochainement. Je serai obligé de vous laisser parce que c'est fait tard. Oui, c'est ça, il se fait tard. Merci à tous. Alors, amis internautes, merci. Nous allons arrêter le débat. Merci, amis internautes, de nous avoir suivis. Vous avez vu que le débat était très très passionnant. Et ce que je vais faire avec nos deux panélistes, Marius Kwasi du PDCRDA et Marius Bli de la société civile, vous allez rester véritablement mes amis et nous allons avoir fréquemment des sujets à débattre parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à apporter aux Ivoiriens. Merci amis internautes de nous avoir suivis. Partagez cet élément et que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Allez, Dieu vous bénisse. On est ensemble.